Bonjour, bonjour et bienvenue. C'est Afrique, belle, magique, tamtamique. Alors je vous retrouve, c'est le guide Pépé, c'est un vendredi. Et pour qu'on ne s'ennuie pas, pour qu'on continue notre travail de débrayage de la conscience, nous avons décidé de vous donner la parole, de nous donner aussi la parole. Nous allons échanger sur beaucoup de thèmes aujourd'hui, sur l'actualité politique, socio-économique, sur l'actualité même métaphysique, spirituelle, tout c'est lié. Nous allons parler aussi de l'homme. Et tout à l'heure, je vous ai donné sur ma page Facebook direct la feuille de bonne conduite. La vie est une autoroute. Prenez votre place sur l'autoroute, démarrez votre moteur, accélérez mais doucement, tempérez et prenez place. Je veux tous vous entendre. Vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent. N'hésitez pas à me poser toutes les questions. Alors je vous donne toutes les questions. D'accord? Merci de partager le direct pendant que nous y sommes. Mais voilà. Merci de nous retrouver. C'est l'Afrique qui a tout inventé, c'est l'Afrique qui est la base, le socle, l'ADN du monde. On ne le dira jamais assez. Et aller vers les autres ne fait pas de nous des gens refermés, au contraire. C'est l'Afrique qui a créé la communication, c'est le tam-tam, le djembé. Ça permettait de lier les villages, les clans, les tribus, les familles. Durant toutes les occasions, les deuils, mariages, fiançailles, accouchements, naissances, évidemment, dot, guerre, trophée de guerre, défaite. Bref, le son du tam-tam est un signe. Et je pense que l'idée aujourd'hui, tam-tamique du téléphone, les ondes qui se baladent, c'était déjà ça l'idée de relier, de faire la connexion entre les gens, connecting people. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi à un moment on s'est arrêté? Pourquoi nous sommes souvent à la base et puis on ne développe pas? Pourquoi ça commence bien et les autres prennent? Pourquoi on se décourage? Pourquoi on commence à faire des directs, on a une tribune et parfois on s'arrête? Pourquoi on commence à créer une petite société et puis on est découragé? Pourquoi quand l'amour est déjà en train de décoller, c'est là où parfois une des parties se décourage? Pourquoi on n'est pas patient? Pourquoi les gens ne sont pas patients? Pourquoi nous ne savons pas mourir pour nos causes, pour la liberté, la justice, la conscience, la démocratie? Et bien voilà toutes ces questions. C'est comme ça. Hein. Et aujourd'hui, c'est tellement dur d'exister. C'est tellement dur de donner son point de vue. C'est tellement dur de prendre position. Quoi que vous dites ou que vous disiez, vous êtes toujours taxé de ne pas trop en faire ou de trop en faire. Donc moi, ma logique, c'est ni trop peu. Libérez-vous de ce que pensent les gens. Faites vos vies. Avancez. Déblayez le terrain. La vie est unique. C'est un seul voyage. London a scellé. Personne n'est le professeur de personne. Personne n'est le maître de personne. Personne n'est l'esclave de personne, à moins qu'ils le veulent volontairement. Suivez mon regard. L'Afrique n'a pas raison de dire en 2021 qu'elle est encore esclave de quelques-uns. Parce qu'à la fin, on découvre que tout ça, c'est du tam-tam, c'est du bluff. Libérez-vous et vous serez heureux. Donc, merci d'être connecté. Vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent. Nous, on va continuer de faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire donner un peu plus de visibilité à ce monde obscur. Nous sommes combattus même dans nos propres villages, dans nos propres familles, dans nos propres pays. Parfois, il faut aller à la recherche de la lumière. Nous sommes des plantes étouffées par d'autres arbustes, par d'autres grands arbres. Et nous avons besoin d'aller vers le soleil. Ce soleil se trouve où? En Italie, où on vous dit carrément que vous n'êtes pas chez vous. En Espagne, où on jette les migrants dans la mer. En France, où parfois on est ignoré, oublié et sans avenir. Au Canada, où on arrive juste pour peupler le pays et après on nous parque dans des petites zones. Aux États-Unis, où la puissance ne veut pas laisser, la puissance du capital ne veut pas laisser les 40 millions et les autres minorités
exister, les 40 millions de Noirs, d'Asiatiques, d'Arabes, tout ce que vous voulez, dont le monde est une mouvance permanente, le monde est une quête permanente de qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on devient. Et tant que nous avons le pouvoir, même s'il me reste 2 dents, tant que j'ai la capacité, l'énergie pour faire ce que j'ai à faire, même de manière bénévole, nous n'allons jamais nous décourager. Donc, merci d'être connecté, merci d'être là. Le Pépé répond à vos questions. Alors, cette semaine, il y a eu beaucoup d'actualités. J'ai vu des messages hier, j'étais un peu débordé, mon fils est là, et puis, vous voyez, il absorbe, il a... D'ailleurs, parlant de mon fils, vous avez vu, enfin, un de mes enfants, euh, il s'est présenté à vous. Et j'ai lu quelques commentaires sur Facebook, c'était ou sur YouTube, les gens reprennent mes vidéos partout évidemment, sans mon autorisation d'ailleurs, ce qui est grave. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui n'est pas grave aujourd'hui? Entre le gars qui pique ma vidéo et la met sur YouTube, et celui qui prend sur YouTube et met la pub, Zuckerberg met la pub dans mes vidéos, je viens de regarder une de mes propres vidéos, j'ai vu 5 pubs là-dedans. Je peux vous dire que sur YouTube, si cet argent-là me revenait, j'allais vous reverser cela, j'allais goudronner des routes à Lomé, au Togo, j'allais construire des orphelinats à Douala, j'allais construire... Ouais, c'est énorme, on n'imagine pas. Vous avez une vidéo qui fait 500 000 vues à travers le monde et le gars lui met ces publicités-là sans vous demander. Et il vous incite à vous inscrire pour monétiser vos pages, pour vous donner 100 euros par mois. Vous savez ce que c'est que le coût des publicités? Je peux vous montrer, hein, c'est une 30 secondes de pub sur TF1, c'est 30 000 euros. Alors, si ces gars viennent mettre leur pub dans nos vidéos, ça veut dire qu'on représente beaucoup de choses. Ça veut dire que même parfois on est vu là, on est vu par 200, 300, 400 personnes, mais vous ignorez qu'après il y a le routeur, il y a les serveurs, il y a le cheval de trou. On ne peut pas chiffrer le nombre de vues. Sur Facebook, aujourd'hui, nous tous, on regarde les mêmes choses. Mais Facebook nous censure. Facebook ne veut pas vous ouvrir les vannes. Leurs machines cryptent nos machines. C'est-à-dire que leurs machines cryptent nos vues pour vous rappeler que vous n'êtes pas si grand, que c'est grâce à eux que vous existez. Pourtant, c'est grâce à nous que ces conneries-là existent, finalement. Je dis conneries parce que c'est une belle escroquerie. Mais bon, nous sommes dans le monde capitaliste. Tout le monde veut tuer tout le monde. Mais je pense qu'il faut encore des gens qui restent humanistes, des gens qui pensent. David Mori. David Moni. Bonjour, fiston. Je suis très fier de toi. Je suis fier de ta maman et de l'encadrement que tu bénéficies, même avec tes oncles, ton oncle au pays. Je pense que tu es un grand intellectuel déjà. Ça me fait plaisir de voir des enfants qu'on a maternés et qui mûrissent maintenant le savoir. Je pense que tu enseignes même déjà. Alors, Malone Kana, bonjour à vous tous. Akeva, Grace Kelly, la ravissante Grace Kelly. Paul Armand, mais vous utilisez leur plateforme. Le problème, c'est d'utiliser ou pas. C'est pas ça le débat africain aujourd'hui. Il faut aller vers le savoir. Mais c'est le génie de Facebook. Zuckerberg est un génie. Il faut utiliser cette plateforme. Vous ne lisez pas la Bible? Vous ne vous accrochez pas au Coran? Mais il faut savoir que Facebook, c'est la Bible d'aujourd'hui. C'est le Coran d'aujourd'hui. Mais c'est vous qui êtes les propres épîtres. C'est chacun qui écrit, n'est-ce pas? C'est chacun qui écrit ses psaumes, ses épîtres aux Romains, épîtres de Saint Paul. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est vous-même. Mais la qualité de vos épîtres, donc, c'est même intéressant de dire ça. C'est quoi la qualité de vos épîtres? C'est quoi la qualité des enseignements? Certains estiment, par exemple, que nous, on donne trop de conseils, mais certains estiment que non, on vient... Mais vous voulez que je vienne danser ici? Je ne suis pas un danseur. Je dois donner des conseils. Hein? Je suis là pour enseigner, comme d'autres sont là pour dénigrer, insulter, détruire. Mais il y a encore des gens, même s'il faut que je sois le seul et unique en Afrique, qui consacre son temps à libérer le savoir, à déverrouiller la tête. C'est prétentieux, je sais, parce que chez nous, la prétention.
Ah, il faut être intellectuel et bête. C'est-à-dire, un intellectuel doit avoir les dents jaunes, hein, les gros yeux, les chaussettes rouges, le pantalon à l'envers, la cravate mal nouée. Et là, on dit, ce monsieur est un intellectuel. Monsieur, je forme les hommes. Et mon père m'a appris d'être un homme. Mes grands-parents m'ont enseigné ce que être un homme veut dire. Un homme se tient debout, physiquement, spirituellement, mentalement, technologiquement. La vie humaine nous apprend que tout est un tout. Tu ne peux pas être un intellectuel qui ne sait pas dresser son lit. Vous savez, à une époque, je suis sorti avec une très grande dame qui avait un seul défaut, très grande intellectuelle, l'une des meilleures intellectuelles même africaines. Elle avait tout, mais n'arrivait même pas à faire sa petite vaisselle. Je ne parle même pas de la chambre. Elle disait qu'elle a tellement fait d'études pour venir s'occuper de ce genre de choses. Donc c'est réservé à d'autres choses. Monsieur, quand on est formé, on doit comprendre le monde. Les intellectuels d'avant, ceux qui ont construit le monde, tous ceux qui bâtissent n'ont jamais créé dans le domaine pour lequel ils étaient destinés. Eiffel n'a jamais construit une tour avant. Et lui, il faisait ses petits ponts. La route. Où est le rapport entre la route et la tour Eiffel? Les Descartes étaient des médecins, philosophes, herboristes, réflexologues, penseurs. C'est un tout. Et boxeur. Il faut savoir boxer dans la vie, même avec les coups de poing, et aussi boxer avec les neurones. Comment faire passer nos messages de libération avec nos propres canaux de communication? Christopher Chimi, voilà une belle question. Et ça m'intéresse. Je réponds tout de suite. I salute you, Pepe. I'm a loyal follower of your enlightenment. Good day. Ngabna Usmano. Bro, you answer Toli Uwati. Ade Mahad the glad. Sauter because I did not say again my control people. We speak the same contra talk. Even if you are coming from Bakosi, Bayangi, or for Western region, yeah. Thank you, sir. Alors, Christopher Chimi me pose une question. Posez-moi toutes vos questions d'ailleurs. Alors, comment faire pour faire passer les messages de libération avec nos propres canaux de communication? Mais il y a dans le langage militaire ce qu'on appelle le langage codé. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Et chaque peuple doit avoir ce langage codé. Ce langage codé. N'est-ce pas? On va essayer de vérifier. Je voulais dire quelque chose. Le langage codé des militaires. Voici des informations provenant de la source, bien enseignée. Bon, ça s'appelle le langage militaire. Ne cherchez pas longtemps. Mais c'est un alphabet. C'est-à-dire, même les militaires ont un langage codé. Allo, Papa, Tango, Charlie. N'est-ce pas? Jusqu'à Z. Ça fait qu'il y a les retransmissions. Et aucune armée au monde ne peut se mouvoir sans ces canaux de communication propres, codés. Et si l'armée le fait, ça veut dire que les pays doivent avoir leur mode de communication écrypté et secret. Déjà, il faut une seule unité de valeur. C'est quoi la langue? C'est quoi le code? C'est comment aller? Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a appris il y a 30 ans. Voilà. Mais donc, il faut donc savoir que chaque peuple, pour répondre à ta question, doit avoir ses propres canaux de communication. C'est pour ça d'ailleurs, vous me faites un très bel honneur de vous rappeler que je viens de partager quelque chose sur ma page. Bon, j'ai partagé les nouvelles Mercedes, mais c'est pas ça le plus important.
c'est une information que je prends chez mes frères de France Un 24. premier pas dans l'espace, très symbolique. Le premier satellite tunisien Challenge One a été mis en orbite par une fusée russe. Dans la salle de commandement à Tunis, l'émotion était palpable, surtout pour ce jeune ingénieur qui a participé à sa fabrication. On a beaucoup travaillé durant plusieurs années pour en arriver là. C'était le fruit de notre travail. Ça me fait rejoindre les étoiles d'une certaine façon, voilà. Le président Kais Saied, présent sur place, a souligné le rôle important de cette jeunesse. هؤلاء العلماء الذين انتشروا في كل مكان في أصقاع الأرض وها هم اليوم بإمكانياتهم الذاتية يخرجون من الفضاء الجوي عن طريق القمر الاصطناعي. Une semaine avant le lancement, l'entreprise Telnet préparait les derniers détails de ce projet 100% tunisien. L'équipe a développé l'outil via lequel le satellite va transmettre ses données spécialisées dans l'Internet des objets connectés. Donc l'idée qu'on a eu le groupe Telnet, c'est d'utiliser l'espace comme passerelle ou comme moyen de transmettre les données qui sont dans des zones, ce qu'on appelle des zones blanches ou des zones inaccessibles. Pour le PDG de l'entreprise, Mohamed Friha, ce satellite est la première étape avant la mise en place d'un écosystème en Afrique. Aujourd'hui, on veut partager cette connaissance et ce transfert de connaissances avec les pays africains, avec nos pays frères africains, et on veut faire participer à certains pays à lancer aussi leurs propres satellites. Pendant 7 ans, Challenge One va tourner autour de la Terre avec une vitesse de 8 km par seconde, le temps de concrétiser d'autres rêves intersidéraux. Voilà là où l'Afrique échoue. La Tunisie, premier satellite. Je sais que le Ghana était en projet, mais bon, après on n'a plus beaucoup d'informations. Mais voilà le satellite. Et on nous a dit quoi? On nous a dit quoi? Que Kadhafi a été tué parce qu'il voulait lancer un satellite. C'est faux. C'est faux. Personne ne peut vous tuer parce que vous voulez lancer un satellite. Je dis personne. Les gars ont lancé un satellite et adossé sur un propulseur russe. Comme quoi, il faut chercher les partenaires. Je reprends à la question du jeune. Avoir déjà la science, la domestiquer, faire la recherche, financer la recherche, payer maintenant les vrais services. Voilà, la Russie, la Chine est là. Au lieu d'accepter les babouches qui viennent de Chine tout le temps, et puis les armes, les Kalachnikov russes en Centrafrique, voilà ce qui développe les pays. On fait décoller un satellite. On fait décoller un satellite. Et deux, maintenant, le patron qui s'appelle Frika, le patron tunisien dit qu'il veut partager avec. Est-ce que vous avez vu un pays africain appeler? Est-ce que vous avez vu un pays africain dire oui, nous sommes prêts? Nous allons continuer à nous engueuler, à parler du CFA, à parler des Blancs, à parler de ceci, la guerre civile, protéger nos dictateurs et tout. Voilà les opportunités. C'est le satellite qui libère un pays. C'est la science qui domestique la fatalité. La Tunisie est en train de décoller devant nous. La Tunisie, c'est un pays noir. C'est un pays africain. C'est pour ça que je crois que nous pouvons nous développer. Moi, je ne suis pas pessimiste. J'ai eu une discussion avec quelqu'un tout à l'heure que je respecte beaucoup qui me disait « Oui, mais tu portes trop de critiques et tout ça. » Je dis « Non, écoute, je ne suis pas pessimiste, mais je suis fatigué des mêmes discours depuis 1000 ans. Depuis 2000 ans, on dit qu'on pleure. Depuis 4000 ans, on dit qu'on est esclave. Mais pour sortir de l'esclavage, il faut aller vers la conquête, utiliser les canaux de zone pour se libérer. Alors, Venant Landry, j'ai eu tellement de comptes rendus à faire lorsque j'étais à l'école de gendarmerie de Rochefort. Motif, le lit n'est pas correctement fait au carré. J'ai maîtrisé la technique au bout de 4 comptes rendus quand même. Mais voilà, Venant Landry, on ne peut pas former un homme désarticulé. C'est pour ça qu'il n'y a pas des intellectuels véritables en Afrique. Parce que vous voyez, le gars là, il est désarticulé. Il n'est pas ordonné. La première qualité d'un homme, c'est la discipline. La deuxième qualité d'un homme, c'est la vérité. La troisième qualité d'un homme, c'est sa liberté.
Alors, quand vous voyez un type qui est, même quand il est enseignant, il ne peut pas parler parce qu'il est dans un parti politique, il espère être nommé. Vous voyez qu'il est un abruti. Vous voyez quelqu'un qui marche, la tête va de l'autre côté, les pieds vont de l'autre côté. Il est désarçonné. Tu ne peux pas être franc-maçon, roso-chrétien, pasteur, ancien d'église, catholique, protestant, gourou, chef de village, et ministre, et délégué, et tout ça, membre du comité central. Bref, tu ne peux pas tout apprendre et tout prendre en même temps. N'est-ce pas? Il y a une synthèse biologique, une synthèse psychique, un équilibre naturel qui prédestine à la tranquillité, à l'âme, à la conscience. C'est pour ça qu'il faut être très attentif aux signaux. Un esprit qui se balade de gauche à droite ne peut pas se développer. Mais voilà. Je suis très fier de vous avoir ce matin. Et je pense que c'est un direct qui sera très bien. Hein, c'est un direct qui va aller très... c'est un direct qui fait plaisir, non? Voilà. Donc, merci d'être connecté et partager ce direct. Parce que nous avons toujours des problèmes de relais à la fin. Pourtant, vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages. Donc, quand vous écoutez toute l'Afrique aujourd'hui, ce n'est que les pleurs. Mais il y a aussi une Afrique qui doit travailler. Il y a une Afrique qui doit tuer les querelles politiques. Je connais des pays où on ne parle plus de rien du tout, sauf de l'élection présidentielle, sauf de la politique. Sauf de la politique. Est-ce qu'il ne faudrait même pas l'interdire en Afrique? Il faudrait peut-être l'interdire. Mais, enfin, pas l'interdire pour tuer les gens, mais l'interdire pour orienter les forces vers le progrès en réalité. C'est faire une politique du progrès. Totalement du progrès. N'est-ce pas? Alors, le développement est possible, mais je me rends compte que le premier opposant du développement en Afrique, c'est nos dirigeants. Ils ne savent rien de l'industrie du développement et du progrès. Tout ce qu'ils savent, c'est la médiocrité. Christophe Chini, je te donne raison en partie. Mais la deuxième partie aussi, c'est le niveau de la conscience du peuple. Nous sommes tous des humains. En Afrique, dès que tu as le premier million volé là, tu es déjà président du quartier. Parce que les gens estiment que c'est l'argent qui est la valeur absolue. En même temps, ils disent qu'ils ne sont pas capitalistes. En même temps, ceux qui veulent parler des valeurs africaines, mais les coins les plus capitalistes au monde, c'est l'Afrique aujourd'hui. Tu n'as pas d'argent, tu meurs. Tu meurs et à l'hôpital, comme un animal. Tu meurs en route pour un accident banal, comme un animal. Tu meurs partout. Donc, on a tué ce sentiment humaniste. C'est l'humanisme qui nous maintient en vie. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas de l'argent. Nous ne sommes pas des biens. Alors, nous qui avions donc ces valeurs, la solidarité africaine, cette énergie qu'on développait, ces bananes qu'on mettait au bord de la route pour que le passant puisse manger, l'eau qu'on mettait, tous ces enseignements-là, ces repas le soir en famille, entre frères, amis, cousins, oncles, vous comprenez donc, vous comprenez donc que les autres nous ont fait enlever toutes nos valeurs. Et ils sont venus les réutiliser, les recycler. Voilà pourquoi nous sommes encore là. Mais je reprends tout à l'heure. Alors, Melchiad Fopa, bonjour à toi Melchiad. Merci d'être là. Le guide Pépé, c'est quoi le progrès? Alors, le progrès. Le progrès, c'est ouvrir un troisième œil. On vient avec deux yeux. Et puis un troisième œil là, qu'on ouvre au front. Et quand on meurt, il y a un autre qui s'ouvre derrière, donc les quatre yeux. Quand on dit que cet homme, l'homme a quatre yeux, en réalité. Il naît avec les deux yeux, on lui ouvre le troisième, donc la conscience, et puis là, pour voir la spiritualité, la mystique. Alors, le progrès, donc, c'est cet aboutissement qui commence par l'ouverture de ce troisième œil-là, qui fait que tu commences à comprendre que tu n'es plus la même personne qu'hier.
Tu ne seras plus jamais la même personne qu'avant-hier. Je ne serai plus la même personne qu'aujourd'hui, demain. Et comment faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui? L'idée du progrès, c'est l'idée d'avancer. L'idée du progrès, donc, c'est l'idée de remettre en cause même sa propre constitution. Moi, je suis avec mon fils. Parfois, il veut remettre en cause que je suis son père, par des échanges, par son territoire à marquer. Donc, il progresse. Et c'est à moi de montrer les canaux. Alors, des peuples qui stagnent, on les connaît. Et depuis, l'Afrique stagne. Mais elle a été victime de l'esclavage. Ça peut être une raison. Elle a été victime des guerres, des guerres fratricides. Les clans, les tribus, les familles, tout ça qui se déchire. Moi, j'ai l'autre, toi, tu n'as rien. Moi, je suis ceci, toi, tu n'es rien. Même aujourd'hui, en politique, vous ressentez ça. On a politisé le débat où les tribus aujourd'hui estiment que c'est les autres qui viennent envahir. Les autres sont des sales, les autres sont des cons, les autres sont ceci. Donc ces guerres-là existent depuis toujours, depuis partout dans le monde, mais en Afrique plus accentuées par ce sentiment de supériorité d'un clan sur un autre. Les guerres étaient déjà là. Et puis après, la rencontre avec l'autre. Et je le dis bien dans ce livre, que vous devez tout savoir comme un bréviaire, partir comme on est venu. Qu'est-ce que je dis là? La rencontre avec l'autre n'a jamais été une partie de plaisir. La rencontre avec l'autre n'a jamais été une partie de plaisir. L'autre qui vient vers toi a toujours une idée derrière la tête. Au début, c'est le sel. Au début, c'est prendre des épices. Après, ça évolue. Le cacao. Après, maintenant, il faut qu'il prenne même tes gens pour venir travailler pour lui. Après, il faut même qu'il les achète. Après, je ne sais pas si on peut parler d'achat ou de force. Après, il faut qu'il les détruise, qu'il les tue. Après, il faut. L'Afrique stagne aujourd'hui parce que le fait progressif est un fait contesté déjà. Nous n'acceptons pas tous déjà l'idée du progrès. Il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui ne veulent pas avancer. Il y a des gens qui ne veulent pas libérer le peuple. Il y a des gens qui ne veulent même pas aider quelqu'un. Il dort avec même ses milliards, là, il meurt avec. Il dort avec son savoir, là, il dort avec. C'est un enfant qui nous rappelait toujours qu'il avait un enseignant dans une université en Afrique qui mettait toujours une formule et à moitié. Et il leur disait, vous savez comment j'ai souffert en Russie pour aller étudier là-bas? Mais pourquoi tu enseignes? Donc il y a tout ça. Alors, la solidarité africaine a disparu. Mais oui, il y a des causes. Pourquoi elle a disparu? Pourquoi elle a disparu? Comment peut-on faire la révolution en étant méchant et désuni? Ah, ben, Leila, ma chère, quelle belle question. Quelle belle question. Pourquoi on est d'abord désunis? Pourquoi on n'est pas unis? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a tous ces clans-là? Pourquoi il y a trop de guerres? Pourquoi il y a... Il faut au moins être d'accord pour ne pas toujours être en désaccord. L'Afrique ne sait pas être d'accord sur ses valeurs, sur son principe, sur... Ici, vous allez voir, les guerres ont commencé ici en Occident, hein. Les plus bêtes, les plus violentes, les plus sanglantes. Récemment, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, vous en savez tous quelque chose. D'une cruauté pas possible. Mais je pense qu'il y a eu des conférences, Berlin, la conférence de Yalta, les ceci, cela, et ils ont défini un schéma directeur. Never again, jamais plus. Nous n'allons bagarrer plus. Jamais nous n'allons bagarrer pour le terrain, pour la terre, pour un pays, pour des peuples. Nous n'allons plus jamais bagarrer pour les matières premières, pour ceci, cela, pour ceci, cela. Nous n'allons plus jamais bagarrer pour l'argent. Nous n'allons plus jamais bagarrer pour les armes. C'est pour ça qu'il y a eu le concept de guerre froide, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais la guerre est froide.
La guerre est calme, à distance. C'est la science qui neutralise les gens. Alors, bonjour, monsieur Martial Bissog, de Bissog. Alors, c'est Martial Scheringerstone. Il y a même des Allemands ici dans mon direct, même des Américains. Alors, ma chère Stone, qu'est-ce qu'un Africain? Alors, un Africain, c'est quelqu'un qui vit en Afrique. Un Africain, c'est quelqu'un qui est un mystique. Un Africain, c'est quelqu'un qui est né déjà dans des problèmes. Un Africain, c'est quelqu'un qui est le premier à venir sur Terre. Un Africain, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Sinon, tous les autres ne chercheraient pas à le tuer, le dénigrer, le déstabiliser, le détricoter, arracher son savoir pour lui faire manger le savoir qui vient d'ailleurs. C'est pour ça que je suis souvent gêné par mes frères panafricanistes que je respecte, que je salue. C'est parce que ils se disent panafricanistes, c'est-à-dire idée de défendre l'Afrique enfermée, mais c'est eux qui après, à la fin de leur messe, vous disent Alléluia. N'est-ce pas? Au lieu d'un akeva bien musclé et spirituel. Donc, c'est un peu cette incohérence. L'Africain, c'est un mélange. C'est quoi l'Africain? Le Sud-Africain, Boers, est un Africain. Le Tunisien est un Africain. Les Marocains sont des Africains, même s'il y a des Berbères, des Italiens. Je vous rappelle que la première grande crise, en 1930, en Italie, tous les Italiens fuyaient. C'est un chemin inverse aujourd'hui. Ils montaient sur des bateaux pour aller mourir en Afrique, aux États-Unis, partout. Tous les Européens ont fui pendant la grande misère. Et c'est eux aujourd'hui qui... Et je pense même qu'ils ont rejoint juste leurs ancêtres à Alexandrie pour repousser toujours plus loin les Soudanais, les Kémites, les Sémites. N'est-ce pas? L'Afrique, à l'origine, c'était le continent noir. C'est le continent noir. Et puis, les Arabes sont arrivés, les Berbères, ils ont chassé, tout leur travail, c'était de chasser les Noirs un peu plus en bas. Et ça continue aujourd'hui, donc d'aller les regrouper. Et les Noirs ont commencé à fuir. Vous savez que l'une des particularités aussi des Noirs, des Africains, Noirs vraiment dans le sens, c'est qu'on était très proche de la culture, donc de la nature. Chaque fois qu'il y avait un enfant qui décédait, un clan déménageait. Chaque fois qu'il y avait une naissance, un clan déménageait. Quand vous avez une naissance, vous ne restez pas chez vos parents, vous allez fonder votre famille. Quand les maladies arrivent, on dit que c'est la malédiction de Dieu, on traverse le fleuve. Et c'est comme ça que de descente en descente, on a commencé à descendre, à fuir, à se disperser. Et les Arabes ont occupé tout le sommet de l'Afrique, jusqu'aux confins du Mali, du Sénégal, tout ça, du Bénin, du Darfour. Et c'est comme ça, c'est cette histoire-là qu'on porte aujourd'hui. Et puis il y a eu une deuxième vague. Maintenant avec les autres envahisseurs, les Romains, voilà, les Ottomans. Et c'est eux qui ont donc amené ces guerres sanglantes jusqu'à l'intérieur de l'Afrique. Ils sont remontés avec la plupart des chefs, des Noirs qu'on attrapait pour leur servir de base arrière dans leur pays, c'est-à-dire le nord de l'Afrique. Et puis après, il y a eu la colonisation occidentale. Christophe Colomb dit qu'il cherchait les épices. Et puis les autres, les Espagnols, les Portugais, les Grecs et les Anglais, les Allemands, les Français. Donc l'Afrique a toujours, parce qu'elle est le centre du monde, elle a toujours payé le lourd tribut de sa richesse. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, nous payons. Alors, chaque jour, au journal, on te montre comment les ministres
les associations se sont réunies pour débattre sur le développement. Après, tu ne vois rien sur le terrain. Chaque temps, c'est la même chose. Bref, en Afrique, on use le temps et on stagne. N'entrez jamais dans un projet avec un Africain, vous pouvez avoir un AVC, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle veut nous dire. Non, il y a des Africains nobles, hein, il y a des gens bien. Bien, et la personne me disait tout à l'heure, ne généralise plus, Pépé, s'il te plaît, tu es tellement précieux pour nous, mais j'ai l'impression que tu nous tires trop sur la semelle, là. Laisse-nous un peu respirer, tu nous critiques trop. J'ai dit, ouais, je cherche quelque chose de positif. En réalité, il n'y a jamais eu un projet africain. Il n'y a jamais eu un pays africain. Vous êtes une création hollandaise, française, américaine, anglaise, italienne. Il y a l'Éthiopie qui est une création africaine. Il y a le Libéria qui est une pensée africaine, mais du retour des Américains. Et est-ce que c'est normal aujourd'hui donc de ne pas savoir qui est Marcus Garvey? Celui qui ne sait pas qui est Marcus Garvey met 10 € dans le PayPal là, c'est sa punition. Parce que c'est pas possible. Qui connaît Dubois? Qui connaît Kwame Nkrumah? Losagiefo? Nyakofi? Qui connaît? Alors cette génération, vous avez vu, j'étais même avec mon fils l'autre jour, dès que tu lui parles de l'Afrique, il dit non, ça fait peur. Parce que nous n'avons pas la manière de raconter nos belles histoires. L'Afrique n'a pas juste une histoire tragique. L'Afrique n'a pas juste une histoire de faiblesse. L'Afrique aussi, c'était l'Afrique des rois comme moi, là. Bien habillés, bien pensants, bien avenants, bien humanistes, bien serviteurs et forts. Je ne monte pas loin. Mon grand-père parlait 28 langues. J'étais à une conférence avec un conférencier ici en France un jour, Idriss, à Berkane d'ailleurs, 3 fois docteur, génie. Et puis je lui disais, mais tout le temps tu me parles de Sir Edward Burton. Tu connais mon grand-père? Il dit, mais comment je vais connaître ton grand-père? Il était qui ton grand-père? Je dis, mais c'est pas possible. Tu ne connais pas mon grand-père. Mon grand-père était pasteur, était commerçant, était sage, fermier, éleveur, était agriculteur, était comptable, et il parlait 28 langues. Il dit, mais comment je vais savoir si tu ne me racontes pas ton histoire? Deuxième chose, pourquoi l'intérêt commun ne nous guide pas, le pépé? L'intérêt commun parce que l'égoïsme chez l'Africain est consubstantiel à sa notion de grandeur. C'est paradoxal, on parle de solidarité africaine, mais je pense que nous sommes nés prédateurs, nous sommes restés peut-être dans l'état de nature où nos forces individuelles ne sont que forces parce qu'elles sont individuelles. Même dans la mystique, je vous montre des vidéos des gens qui mâchent le feu. Je peux vous montrer les vidéos des gens qui mâchent les feux, les braises. Donc on fait le feu quand il y a les veillées, les cérémoniales, ou les cérémoniaux. Donc le gars mâche le fer. Il broie le feu, il avale. Il marche sur du feu, il dort. Il y a des cérémonies, des rites chez nous. Les vrais noirs, bantous, semi-bantous, où on prend le couteau. Il y a même des rites traditionnel chez moi, où avec la flèche, on vise la flèche sur le torse du gars, ça n'entre pas. Mais c'est ça l'Africain. Il défie les lois de la nature. Il défie. Mais quand tu dis maintenant, comment faire pour que ce soit collectif? Si tu peux empêcher que le couteau entre sur ta poitrine, comment tu ne peux pas empêcher que le couteau entre sur la poitrine de tout le village? Et c'est là où les problèmes commencent. Nos chefs d'État ont des gardes du corps très mystiques. Ahidjo avait des gardes du corps qui avaient 2 mètres. Le président camerounais avait des gardes du corps qui venaient du nord là-bas,
du Nord Cameroun, qui avaient 2,10 m. Et ces gars-là, et c'est reconnu, ils ont des rites les plus sophistiqués d'Afrique. Ils marchent sur la pointe des fers. Donc, mais comment la science donc c'est faire à ce que tout le monde ait ce savoir. Moi, je suis le King Pass All, hein, descendant d'une grande lignée de chefs. Voici mon sac. Et ce sac ne m'appartient pas. Il y a des choses qui dorment là-dedans. Alors, si je meurs avec ce sac comme en terre, comme l'autre a été enterré avec son téléphone portable, vous comprenez donc que je suis parti avec tout. Je n'ai pas développé la science. Je n'ai pas donné du savoir. La science donc veut dire tuer son ego pour que chacun ait un bout de son ego. C'est Cocteau qui disait qu'il faut savoir emballer l'âme pour que l'âme n'ait pas trop de secousses. L'âme, c'est le cœur. Il faut que le cœur soit protégé de génération en génération. C'est un verre d'eau, pas dilué. La tradition, la culture. Et c'est ça qui devient la science. Quand je parle de mes frères juifs ici qui ont autant souffert que nous, certains me disent, oui, mais pourquoi tu célèbres les juifs? Mais je n'ai pas la tête à célébrer quelqu'un, réfléchissons. Je veux vous montrer que voilà comment un peuple procède. En même temps, ils gardent leur sac, ils ne diluent pas leur savoir, ils ne se perdent pas, ils lisent la Torah 3000 ans. Nous, on est là depuis 18 millions d'années. Et leur histoire, c'est 3000 ans. La Bible même, c'est 2000 ans. Mais ils répètent les mêmes choses tous les jours. Ils n'ont pas perdu. Donc, c'est-à-dire, je bois, je donne à mon fils boit, il donne à son petit-fils jusqu'à la énième descendance. Et c'est de l'origine abrahamique. Eux, leur vie commence à Abraham. Donc, quand un noir vient même raconter qu'il est le descendant d'Abraham, alors que les Juifs vous disent que ça fait 2000 ans qu'Abraham est là, vous comprenez que ces Africains-là, il y a un problème dans la tête. Vous ne pouvez pas avoir découvert l'os d'Ishango. Vous ne pouvez pas avoir découvert Lucie, Toumaï. Vous ne pouvez pas être venu du Tchad. Vous ne pouvez pas être là où la terre a commencé à bouger. Et vous voulez effacer cette mémoire-là pour sauter 100 siècles après, nous raconter les choses des autres. Et voilà pourquoi parfois j'ai l'impression d'être incompris. Alors, à quand ce renforcement de l'autonomie des jeunes en Afrique? La mystique africaine manque juste d'une personne qui viendra la traduire de façon scientifique. Car pour le moment, c'est juste de la sorcellerie pour nuire. Mais mon petit, moi j'ai des pleins pouvoirs ici de transformer la vie. Je consulte, les gens viennent me voir tous les jours ici. Des dizaines de personnes m'appellent par jour. Vous croyez que ce n'est pas aussi ça l'Afrique? Aider. Nous écrivons des livres, beaucoup de gens écrivent des livres aujourd'hui pour montrer le chemin. Mais il faut déjà la conscience. Et qui va lire? Qui lit? Un peuple qui danse. Un peuple qui bouge beaucoup, le popotin ne peut pas se développer. Moi, j'ai eu le temps d'observer. Et je vous le dis tout le temps. Quand vous regardez la civilisation européenne, regardez comment, même quand les Européens dansent. D'ailleurs, ils ne savent pas danser. Parce que la danse ne veut rien dire. Danser ne veut rien dire. C'est exutoire, ça fait du bien, c'est artistique, mais à part ça, après, il faut retourner bosser. Donc même quand les gars dansent, ils bougent la tête. Parce qu'il faut que le cerveau reste conscient. N'est-ce pas? Alors, quel est ce peuple qui peut consacrer le bourribès? C'est-à-dire, on casse tout pour bouger le popotin. Essayez de bouger le popotin et de réciter en même temps. Même l'alphabet. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas transpirer en même temps, fournir d'efforts. Parce que pour remuer même déjà le popotin, il faut que ça absorbe toutes les énergies. Du cerveau, tout ça va là-bas. Et bon, vous pouvez le faire pour vous relaxer un temps. Mais ça ne peut pas être une culture.
Et c'est même récent. En Afrique, on ne dansait pas comme ça. En Afrique, on dansait, on danse aussi, hein, on saute même chez les Maasai. Même les Tupuri dansent comme les Maasai. D'ailleurs, c'est les mêmes peuples. La danse du coq. Les Tupuri, les Mundang, les Musgum au nord Cameroun dansent comme les Maasai au Kenya. Et comme beaucoup d'autres peuples. Alors, où est venue cette débauche-là, cette énergie? C'est parce que c'est la facilité. Un homme ne doit pas trop danser. Secoue juste un peu la tête. Authentique Pépé, vous êtes d'une grande aide pour nous. Merci, m'a félicité. Prince Philip has passed away. C'est encore qui Prince Philip? Ouais, moi, bon, qu'est-ce que ça m'intéresse? Qu'est-ce que ça m'intéresse, Prince Philip? C'est qui Prince Philip? C'est pas la Belgique, ça? C'est qui Prince Philip? Bon, ne nous distrayons pas. Voilà. Prince Philip est mort, c'est bien. Prince Philippe Mataga, c'est le prince des Belges. Je sais pas. Donc, eux, ils ont quand même leur prince. Quand moi, le mari de la reine d'Angleterre, je pense qu'il était assez vieux. Hein. Il a eu quelle belle vie. God save the Queen. Voilà quelqu'un il a eu une vie pas facile. Il a été le madame de sa femme. Ils sont mariés depuis peut-être 80, 70 ans. Hein. C'est toute l'histoire de l'Empire britannique qui est en train de tomber. Je vais revenir peut-être là-dessus, mais vous voyez donc que les Anglais sont venus détruire les chefferies chez nous. Quand les gens viennent dire souvent là que l'Angleterre a fait ceci, je rigole, je dis vous êtes naïfs. Vous faites semblant ou vous faites exprès? L'Angleterre est venue détricoter les chefferies en enlevant le pouvoir aux vrais chefs, les tuant comme tous les autres. Ah oui, pour nommer des imposteurs. Mais chez eux, ils ont gardé la couronne. Ils ont le sang pur. Le simple fait même que Meghan Merkel entre dans la royauté, dans la principauté, vous avez vu comment le sang noir a créé des remous. Le tribalisme très racialiste ou racialisé. Croyez-vous qu'une femme à la tête d'une nation peut-elle apporter plus? Je réponds à cette question. Alors, et donc le prince, il a eu une belle vie. Il a 99 ans, avec tous les honneurs, en son grade et qualité, cette déférence que le peuple avait, le respect. Méfiez-vous des gens qui vous disent de salir vos propres cultures, de mépriser vos ancêtres, de mépriser vos talents, vos génies, vos rois pour célébrer les leurs. Prince Philippe est un roi anglais. Aucun Anglais ne peut manquer de respect à Prince Philippe. Mais combien veulent souvent manquer de respect au Pépé ou à vos rois sur place? Il faut respecter vos rois. On ne critique pas un roi. Voilà. Mais il faut que les Africains prennent ça. L'Angleterre maintenant veut nous forcer à célébrer le roi Philippe, Prince Philippe. Je lui dis RIP. Mais parce que c'est eux qui ont conduit l'Afrique là aujourd'hui. Les Anglais ont égorgé tous les chefs africains. Ils nous ont dit laissez ça, vous faites partie de la couronne britannique. Allez, venez nous célébrer. La reine d'Angleterre est la patronne de plus de 100 pays au monde. Elle est la reine. On ne discute pas. C'est plus violent que même la France, la petite France ici, qui est même ouverte. Je vous dis. Parce que tous les pays du Commonwealth, là, c'est la propriété de la reine d'Angleterre. Propriété. C'est violent, n'est-ce pas? Bon, bref.
Alors, le pépé, croyez-vous qu'une femme a la tête... Dis donc, il est 14 heures. Est-ce que le pépé a déjeuné ce matin? Mon médecin conseiller spécial me dit que ce n'est pas bien. Il faut déjeuner. Enfin, il faut petit déjeuner. Vous savez, mon fils l'autre jour était fâché contre son père. Bon, pas fâché parce qu'on est ouvert, on cause, on discute. Alors, il était fâché pourquoi? Parce que le matin, il était dans sa chambre, je suis dans la mienne, je suis debout, je travaille, je ne le dérange pas. Il prend son petit déjeuner, mais à midi, il me regarde, je le regarde. Il me dit, mais papa, moi, on mange pas. Pour moi, c'était incroyable. Il a pris son petit déjeuner le matin, et à 12 heures, 13 heures, il voulait déjà manger. Je dis, moi, j'ai pas faim. Il dit, mais moi, j'ai faim, papa. Moi, je dois manger 3 fois par jour. Et c'est là où ça tiltait dans ma tête. J'étais obligé de faire une petite cuisine aux petits oignons pour satisfaire mes enfants. J'ai voulu leur imposer mon rythme. Moi, je mange 1 fois par jour. Parfois, je mange même pas. Je prends quelques fruits, quelques petites choses, quelques bitacola, quelques écorces et ça va. Mais mon fils m'a rappelé qu'il doit manger 3 fois par jour parce qu'il est jeune. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est son énergie. Le guide. Quel Dieu faut-il prier pour nous qui sommes africains? Il n'y a pas de Dieu. Même les pygmées d'Amazonie, pour ne pas dire d'Ambazonie, connaissent Dieu. On n'a trouvé aucune race au monde, aucune espèce humaine, si vous voulez, qui ne connaisse pas la notion de la toute-puissance de Dieu. Même chez les peuples primitifs, comme ils nous appellent. Même chez les aborigènes. Chaque homme sait qu'il y a une force créatrice. Chaque homme. Chaque homme sait qu'il y a une force créatrice. Et c'est prétentieux de vouloir venir apprendre Dieu aux autres. C'est prétentieux. C'est un manque de respect. C'est une supériorité affirmée. C'est pour ça qu'un homme libre ne peut pas accepter qu'on lui pose la main sur la tête. Parce que celui qui te pose la main sur la tête finira par te poser le genou sur le cou. Citation d'une pépé, écrivez ça quelque part. J'espère que vous avez un petit cahier. Hein? Je vous ai dit, vous achetez le livre. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, vous achetez le cahier. C'est gratuit. 1 euro. Vous notez, parce que c'est des choses qu'il faut dire à nos enfants. Celui à qui on pose la main sur la tête, on finit par lui déposer le genou sur le cou. Ça s'appelle une giorgiofluoridation, une oxydation de la vie. Le développement, quand on n'a pas encore satisfait les premiers besoins de la pyramide de Maslow. Mais tout le monde n'a pas la capacité de diriger. Tout le monde n'a pas la capacité d'être un pépère, d'être un roi, de donner le savoir. Tout le monde n'a pas... Il y a d'autres qui sont en train de porter les cailloux à l'usine en ce moment, d'autres sont en train de creuser les puits, d'autres sont en train de battre les papins, d'autres sont sur les chantiers, d'autres sont vigiles, d'autres sont médecins, d'autres sont... Il faut qu'il y ait des gens dans la vie d'un pays, d'une nation, d'un continent, d'un peuple qui portent la parole. C'est pour ça que Facebook est un danger pour la démocratie finalement, parce que ça donne l'illusion que tout le monde peut parler. Même dans le village, il y a le griot. Dans le village, il y a le compteur. Dans le village, il y a le porte-parole des notables pour parler au roi. Dans le village, même le roi, tous les notables ne se lèvent pas et parlent. Ils ont toujours celui qui parle au roi. Et le roi aussi répond. N'est-ce pas? C'est ça, cette structuration de l'Afrique. Mais nous, on croit que la modernité aujourd'hui, c'est recopier tout, emballer tout. En réalité, ces gens ne nous apprennent rien. C'est moi qui vous dis ça.
Ils ont seulement une force, la force occidentale. Non, là, ma Sylvain, je vais te faire une confidence. Personne n'est au-dessus de personne. 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 La vie m'a appris que personne n'est au-dessus de personne. Vous enviez parfois des gens qui sont des kleptomanes, malgré qu'ils soient milliardaires. Je préfère un ouvrier, je préfère quelqu'un qui sort, qui barra comme un malade, qui porte ses cartons et qui a sa famille, qui respecte sa femme, qui nourrit ses enfants, qui se bat et qui ne doit rien à personne, même s'il a le compte en banque vide, mais qui est libre. Que quelqu'un qui vous donne l'impression qu'il est grand, et c'est sur Facebook que nous tous on découvre les caleçons. Donc, ce genre de personne, vous enviez parfois une personne qui est malade, donc kleptomane, qui est un obsédé parfois sexuel, qui est un voleur, qui est un détourneur de fonds publics, qui est un sataniste buveur de sang, qui est voilà, un détruiseur, un démolisseur de la conscience. Alors, donc, il faut avoir beaucoup de respect pour celui qui... Le vigile, au moins, on le voit, on dit, voilà le vigile. Il est là à son poste. Il ne fait du mal à personne. Le chauffeur est là, il se débrouille. N'est-ce pas? Le petit boulanger qui porte son pain, il est là, il fait son petit boulot, il n'a pas de prétention de grandeur, alors qu'il a dedans, c'est du pois chiche. Est-ce que vous jugez les hommes aujourd'hui par leur valeur? Justement, on a amené la société aujourd'hui à nous présenter des pires ordures comme des valeurs qu'on doit célébrer. Monsieur, si tu es bon dans le basket, en dehors du basket, tu peux être une ordure. Hein. Je connais un grand champion. Quand vous restez à côté de lui, je peux vous dire que vous écoutez, vous avez affaire à un brigand. Voilà, donc, ne soyez pas omnibulés par ces choses-là. Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu donnes? Alors, tout ce qui brille n'est pas or, mais attention, l'or brille. La technique, c'est savoir reconnaître l'or. Hein, Maros? Alors, Angel, votre inspiration du jour me va droit dans l'âme. Un roi du peuple digne. Mais effectivement, vous savez, les gens veulent nous balader dans le monde. Remarquez que chaque fois que vous étiez en train de vous concentrer pour vouloir étudier vos devoirs, il y avait toujours un cousin qui augmentait le volume de la télé. Il y avait toujours une fille qui amenait les nouvelles perruques parce qu'elle avait un copain riche, alors que vous voulez passer votre bac. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une tante qui vient t'envoyer à la rivière ou au marché. Chaque fois que tu veux te concentrer sur ta vie, il y a toujours quelqu'un qui vient te dérouter, qui vient t'embêter. Alors, comment faire pour ne pas tomber et résister à ces influences extérieures? C'est la conscience, la tranquillité, l'objectivation de son projet de vie. Je vais où? Je viens d'où? Nous, on a grandi comme ça. Les amis viennent, vous allez jouer toute la journée au football. Vous rentrez le soir et tout et tout. Et voilà. Et j'ai un ami, bon, même si après, il y a beaucoup de jalousie en Afrique. Il y a beaucoup de jalousie parce que les grands n'acceptent jamais que les petits s'émancipent. Vous avez vu, j'ai un ami qui a une télévision au Cameroun, dès que son petit qu'il a fabriqué lui-même a commencé à vouloir mettre des belles vestes, qu'est-ce qui est arrivé? On a arrêté le gars, j'étais en prison, tout ça et tout. Et aujourd'hui, le gars a rebondi avec sa propre télé. J'espère que demain, il ne va pas refaire aussi la même chose. Quand un jeune de son écurie va vouloir s'émanciper, il faut laisser les autres avancer. Alors, très jeune, non, j'étais directeur
de cette radio-là, Radio Equinox. C'était Equinox, c'est au Cameroun. J'étais régisseur général, régisseur. Ça rend de directeur. Et il y a 20 ans, hein, c'est pas aujourd'hui. Et le patron de cette radio, Tchunke, il me prenait souvent, on allait en virée, en discothèque, on tournait là. Je présentais déjà des grandes soirées, donc j'étais déjà quelqu'un de très connu. Je présentais tous les grands spectacles à l'époque. Je faisais des grandes soirées. Francky Vincent, Manu Dibango, tout ce qui venait, voilà. Et puis, ce monsieur, on se séparait souvent en boîte vers 5 heures. 5 heures. Et moi, j'avais l'émission à 6 heures. Et le jour où je me vertuais à ne pas être à temps à 6 heures pour ouvrir l'antenne, le gars me frappait directement au portefeuille, donc il me punissait. Et au début, je trouvais ça injuste. Je dis, mais comment? Ton ami, ton patron dit qu'il est ton ami, ton grand frère, c'est lui qui t'appelle. Allons boire. Allons boire des champagnes. Et vous arrivez, tu veux même partir, le gars fait tout pour te retenir, hein, avec tout le décor qui va avec. Le matin, il est la cause de ton détournement, mais il est le premier à te punir. Il y a une injustice ou pas? En réalité, il avait raison. Ne te laisse jamais détourner de ton propre projet de vie. Mon contrat, c'était d'être le matin, le premier à l'antenne. J'ai des millions d'auditeurs qui suivent. Comment je vais être en retard parce que je buvais le champagne? Alors, conséquence, il a commencé à m'appeler, je refusais. Parfois, il venait me chercher chez moi, je dis non, je ne veux pas sortir. Parfois, il me flatte, il me dit, mais écoute, parfois j'allais et après je fuyais discrètement. Et notre amitié a commencé à se déliter là, parce que j'ai compris que peut-être il veut que je sois le meilleur, mais il veut en même temps me tuer, me détourner. Alors, vous comprenez la vie? J'ai fait cette parenthèse là, pas parce que c'est important, mais je donne des enseignements de vie. Vous voyez? L'homme est bizarre. L'homme est ondoyant et divers. Cette jalousie qu'il portait envers moi cachait aussi l'amour, ou le professionnalisme, ou cette méchanceté. Je ne comprends pas comment tu peux aller prendre quelqu'un qui a son programme à 6 heures du matin et tu veux qu'il veille avec toi toute la nuit. Il faut donc toujours répondre, toujours être responsable. Parfois, il m'amenait en boîte, on ouvrait du champagne là, même des bouteilles, avec les Yves Michel Fotso, tous ces gars-là, tous nos amis, de la bonne table. Mais dès qu'on ouvrait 2 bouteilles de champagne, je faisais semblant de virer là, je disparaissais. On me mettait même tout un caisson de champagne, j'ouvre, je regarde l'heure, minuit, attention, 1 heure, 2 heures. Je fais comme si je vais, je prends ma voiture, je rentre. Et le lendemain, il se fâche, il dit, mais tu as fait, on a dépensé plus d'1 million, la table était là. Je dis, mais parce que tu allais me punir le matin, jeune homme. Les jeunes, méfiez-vous, méfiez-vous. Et quand je suis venu en France, je suis rentré en France déjà à l'époque, pour finir mon cycle, mon 3e cycle, ce même Tchunke m'a dit, écoute, je n'ai jamais eu personne comme toi ici. Tout ce que je vais te demander, n'abandonne jamais la communication. N'abandonne jamais la communication. Donc c'est quelqu'un qui me voulait du bien. Voilà. Mais en même temps, il aurait pu m'entraîner. Et les amis qu'il a entraînés aujourd'hui ont parfois raté leur vie.
Assumez-vous et soyez responsables. Alors, je réponds aux questions. C'est vrai, un talent pur à l'époque, le guide. Oh là, moi, Sylvain, vous savez, la reconnaissance, hein, quand je vois ce que vous appréciez aujourd'hui comme brillant journaliste, j'ai parfois mal au cœur, mais je ne dis plus rien, je me tais. Le guide, avez-vous foi en cette Afrique? J'ai foi en cette Afrique, mais pas une Afrique qui est fermée. Je crois à cette Afrique qui va s'ouvrir, pas pour que les autres viennent nous dévaster, mais pour qu'on aille chercher l'intelligence partout où elle se cache. En Afrique, quand tu veux développer le pays, on dit que tu es pro-français, tu es pro-anglais, tu es pro-ceci. Mais comment tu peux développer les gens sans être pro quelque chose? Puisqu'il faut être proactif, pro-créateur, pas procrastinateur. Il faut aller chercher le savoir chez les autres. Qui va nous donner ça? Comment vous insultez en même temps des gens qui peuvent être vos partenaires? J'ai une vidéo ici que j'ai gardée pour tout à l'heure, je vais vous la montrer. Ça fait mal aux yeux. Un seul petit Chinois monte une moto. C'est un tutos. Ça s'appelle les tutos, n'est-ce pas? Un seul petit Chinois monte une moto seul dans son garage. Donc, les pièces détachées sont à terre et il est là avec, comme un jeu, hein, j'ai chronométré la vidéo, fait 8 minutes. C'est un peu accéléré. Mais il monte la moto, une moto sport, seul. Le truc est en carton. Et quand tu vois qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a des pays qui n'arrivent même pas à avoir des assemblages de motos. Un seul petit Chinois monte une moto. Je vais vous montrer la vidéo. Moi, je suis fasciné par tout ce qui est science. Hein. C'est quoi l'énéagramme de l'homme africain, le guide? C'est une question plus technique, je reprendrai tout à l'heure. C'est-à-dire la valeur énergétique, mystique et cosmique de l'Africain ne doit pas être perturbée. C'est ce que je vous explique. L'énéagramme, ça veut dire que tu t'assois sur ton champ de progression, ton cercle. Tu mets ton cercle d'influence et personne ne doit entrer dans ce cercle. Vous savez ce que c'est que le chinois? Le tempérament chinois, c'est quoi? Imperturbable. J'ai une image que je voulais vous montrer d'ailleurs. Attendez, je me rappelle. J'essaye de me souvenir. Voilà. Il y a un Chinois, homme d'affaires ou ambassadeur ou un homme politique chinois, hein, n'est-ce pas, qui arrive dans un pays arabe, en Algérie. Il est reçu et tout, mais maintenant, l'émissaire algérien devant la presse essaye d'expliquer en arabe. Il parle d'abord en arabe aux journalistes, après il essaye d'expliquer en anglais aux Chinois. Quand le Chinois prend la parole, le Chinois répond en arabe. Dans un arabe parfait et limpide, plus que l'arabe lui-même. Le Chinois ne lui a pas montré qu'il maîtrise l'arabe. Ils ont fait plus de 2 heures d'entretien tête à tête. Tout ça là, le Chinois n'a pas prononcé un seul mot d'arabe. Il faisait comme s'il n'entend pas. Maintenant, devant les caméras, il a parlé dans un arabe parfait et il a expliqué les contours du développement de l'Algérie plus que le ministre algérien. Et en arabe. C'est ça. C'est ça. Ne jamais permettre que quelqu'un dénature ta vraie nature. Ta nature doit s'enrichir, mais le cercle d'influence, tu n'entres pas là-dedans. Ton cercle cosmique, c'est quoi? Ça s'apprend. Ce n'est pas les directs qu'on fait là en plein jour. Vous m'écrivez une box, je vous dis. Il ne faut pas aussi montrer aux gens que l'initiation spirituelle, mystique, ésotérique, la conscience, la haute conscience, ça ne se donne pas sur un direct. Ça, c'est du mensonge. C'est pour ça que les petits abrutis qui viennent jouer, je vous bénis, mettez le téléphone. C'est de la pire fumisterie, ça. Il faut suivre les gens en particulier. Chacun a son rayonnement d'influence. Chacun émet une vibration. Ton taux vibratoire n'est pas le même que celui de ton voisin. Comment je peux vouloir dire que voilà la recette pour 10 millions de personnes, pour 1000 connectés? Il n'y a pas de recette.
C'est pas du vrac. Nous sommes des humains, des entités, des individualités. Il y a des gens qui entrent dans une pièce, la porte s'ouvre. Il y a des gens qui regardent une ampoule, elle se casse. Il y a des gens, il faut connaître tout ça. Le rapport à la fermeture de l'ENA de Paris. Mais écoutez, c'est les grandes écoles. Il y a un problème justement avec les élites. Il faut dire merci à Macron. Parce que Macron est un révolutionnaire. D'accord? Et je souhaite qu'en 2022, là, qu'il gagne encore. Parce qu'il n'a pas eu le temps. C'est assez dur pour lui en ce moment. Hein? Mais il faut qu'il travaille. Parce qu'il va révolutionner. En tout cas, l'ENA a servi à reproduire tout ce que vous avez comme déchets en Afrique, là-bas, par exemple. L'ENA forme des gens qui sont désorientés de la vraie vie. Moi-même, je suis un énarque. Mais si je n'avais pas fait l'initiation en Afrique, si je n'avais pas croisé ces valeurs, si je n'avais pas été orphelin, si je n'avais pas beaucoup cravaché dans ma vie, je ne devais pas savoir ce que c'est qu'un énarque. Mais être énarque ne veut rien dire dans un monde aujourd'hui, parce que tout le monde est énarque. Il suffit juste d'aller sur Google, d'être concentré, de suivre les bons coachs, d'avoir un enseignement, de vouloir lire, d'avoir quelqu'un qui t'oriente, d'avoir un vrai patron, un conférencier, un coach qui t'aide. Tu es énarque. Donc, tout le monde peut soigner sa vie. Alors, nous, on a été formés à former les gens. Mais les gens n'ont plus besoin d'être administrés aujourd'hui. Vous m'avez vu avec mon propre fils. Vous m'avez vu administrer mon fils. Il a son propre avis. Des gens parlaient là et disent que lui n'aime pas les femmes noires. Bon, qu'est-ce qu'il en sait à 14 ans? Mais c'est son avis. L'administrateur que je suis va donc pousser le gars à accepter la femme noire. De gré ou de force. Je t'administre. Je prends ta vie en contrôle. Et là, je vais le déstructurer. C'est ça, l'ENA. Et tous les pays francophones là envoient leurs grands fonctionnaires se former par les petits garçons de l'ENA qui parfois eux-mêmes ne savent pas se laver. C'est vrai qu'à l'ENA, on apprend un peu le protocole administratif, hein, la rédaction administrative, le droit administratif, tout ce qui... Non, c'est des gars très calés, penseurs, mais sur la vraie vie, ils sont fragiles. Roger Le Maire, il sort de l'ENA, mais parfois sa fiche d'impôt, il rate lui-même. Il est ministre des impôts, mais il rate lui-même sa fiche d'impôt. Tel sort de l'ENA, il ne sait même pas parler à une femme. Il n'a pas été formé à la vie. Donc aujourd'hui, on va fermer l'ENA pour adapter la formation à l'évolution du monde. N'est-ce pas? On a besoin des managers, des leaders. Chacun doit être un petit leader à son niveau, exemplaire. C'est ça le projet. Et je crois pour ma part au destin politique de notre guide. Je crois en son talent, en son intelligence, son intérêt supérieur de l'Afrique et de l'humanité. Akeva. 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 Je ne sais pas qui a fait ce témoignage. Je peux le lire? Alors, Reissa, faut aller à l'école. Beaucoup lire et comprendre aussi. Bochou, l'école est dure. Hein? Mais il faut savoir que ceux qui ont changé le monde ne sont pas allés à l'école. Hein? Ah, je peux vous les citer. Hein? Tous les grands savants du monde ne sont pas allés à l'école. Si tu vas aller à l'école, tu n'es plus savant. Einstein n'est pas allé trop. Einstein avait un problème. Je pense qu'en quatrième, il n'arrivait pas. Einstein a eu des problèmes à l'école. De Vinci a été chassé. Et d'ailleurs, il n'a pas fait l'école. Donc, on ne pouvait pas accepter qu'il s'asseye aux côtés des ingénieurs. Pourtant, il a laissé 500 inventions. Bill Gates n'était pas à l'école. Comment tu appelles le gars là? Zuckerberg qui nous emploie là. Il n'est pas allé à l'école. 6 mois après l'université, il dit que lui, ça va. Lui veut maintenant... Parce qu'il n'arrivait pas à draguer les filles. Il a décidé de commencer à faire les trucs, à envoyer les messages aux filles dans les chambres. Et c'est ça Facebook aujourd'hui, connecting people. Donc, mais personne n'a le droit de mourir bête aujourd'hui. Personne. Alors, il y a un témoignage là qui me... Je vais le lire parce que ça me touche.
Je ne sais pas who is talking. L'ENA, c'est la mère de l'ENAM. Il a fermé aussi l'ENAM au Cameroun. C'est une école de bandits. Bon, je vous dis si l'ENA en France. C'est pour ça que les pays africains sont malhonnêtes. Personne ne peut vivre là sans la France, mais ils n'ont pas le courage de le dire à leur propre population. Aucun pays africain ne peut vivre même 2 jours sans la France. La France leur dit souvent, voilà le CFA, partez. Celui qui est d'accord quitte. Les gars tournent là, non, c'est pas le sujet à l'ordre du jour. Macron dit, bon, venez donc à Paris. Venez me voir à Paris. Les gars viennent à Paris. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. La vérité, c'est que même si on retire le CFA, l'économie est tellement embryonnaire et faible et corruptible et villageoise que vous ne pourrez même pas nourrir la population pendant 2 jours. Mais c'est ça. Les mêmes, il y a le Covid, ceux qui prêtent l'argent au FMI. C'est vous. Donc, il y a une élite incompétente qui est là depuis les indépendances. Et cette race-là doit dégager de l'Afrique. Et Macron est conscient. Macron a 40 ans. Et Macron veut parler à de nouveaux interlocuteurs, des gens qui peuvent comprendre la mécanique. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans la France, sans l'Angleterre, sans la Chine. Il faut arrêter le mensonge. Mais maintenant, c'est comment on va vivre le nouveau mariage là. Qui va monter sur qui? N'est-ce pas? Qui va monter sur qui? C'est ça. Et on se met... Tu peux pas... tu vois un petit Tibi vient monter sur toi, tu dis, bon, écoute, on va remettre les choses bien. C'est moi. C'est moi alors. Ah, ben voilà. Il y a déjà un marabout qui est sur mon compte. Alors, donc tous les pays africains francophones là ont l'ENA, l'ENAM, l'équivalent de l'ENA. Et c'est les cours qu'on a à l'ENA qu'on donne là-bas. Et on ne modifie même pas les virgules. C'est les livres qu'on écrit ici qu'on met là-bas à l'ENA des Africains. Et ça même c'est un Africain qui écrit, mais imaginez le livre de Michel Duhamel. Il écrit ces choses sur la théorie du management administratif pur. Toi, il ne te connaît pas là-bas à Ouagadougou, à Abidjan, à Douala, à Yaoundé. Mais toi, tu le lis comme un grand maître. Est-ce qu'il connaît le contexte? Tu peux administrer les gens en France comme tu administres à Yaoundé ou au Togo. Mais c'est là où l'Afrique doit refonder et tous nos intellectuels, tous veulent être membres d'un parti politique, surtout au pouvoir, parce qu'on peut être nommé. Alors que leur travail devait être de détricoter cette décolonisation. Quand Macron appelle les intellectuels africains, là, c'est qu'il faut détricoter. Avec les politiques, là, c'est dur. Je vous fais une leçon de sciences politiques en 2 minutes. 2 secondes. La France soutient Idriss Déby. Parce que la France a des gros intérêts dans le désert. Le Sahel, le Niger, Mali, Soudan, tout ça là. Le Tchad est le pays central. Et dans ce Tchad-là, il y a un homme, Idriss Déby, qui était le cousin du Sénabré, qui est formé en France lui-même. Parachutiste, les théories militaires, il a appris là, on le dépose là comme un sangbadjok. Et tu as des panafricanistes qui sont dans les télévisions, Afrique Média, les trucs conneries là, et ils prennent Idriss Déby pour un grand panafricaniste. Au point même d'aller se constituer en observateur international des élections de nom. Mais finalement, vous détestez la France, mais vous soutenez un pion de la France, un élève de la France, un enfant de la Macronie même, un bébé, parce qu'on peut le dégager. L'armée française est à 2 minutes du palais de N'Djamena. Les chars, quand vous arrivez à N'Djamena, les chars de l'armée française sont comme ça. De temps en temps, quand les rebelles arrivent, c'est encore... C'est-à-dire, Idriss Déby n'a que le téléphone du président Macron, ou Sarkozy, ou tout ce que vous voulez, whatever.
Il n'a aucun autre téléphone du président en tête, mais le président de la France, son numéro ne doit pas être effacé. Il demande l'aide. L'aide. En contrepartie, on dit, comme tu as de bons moundans là, comme tu as des Tchadiens qui sont bêtes et prêts à mourir, mets-le au désert pour commencer à tirer sur les gens qui viennent déstabiliser notre économie de l'uranium, du gaz, du pétrole. C'est le kiff-kiff. Alors, si toi, tu es panafricaniste et que tu soutiens Déby, comment tu vas donc détester la France? Puisque celui que vous vénérez comme votre maréchal est en même temps un caporal. C'est la caporalisation de l'Afrique qui continue parce que même ceux qui doivent lutter pour la défendre sont en effet des petits serviteurs affamés et faméliques du système colonial qu'ils nourrissent. Nous, plutôt ici, on a le regard panoramique et objectif et libre pour décortiquer ces choses-là. Parce que même la France veut que ça évolue. Même dans un mariage, tu as envie que ta femme se fasse un peu plus belle. Sinon, tu vas lui dire, mais chérie, ça fait 60 ans qu'on est mariés, mets un peu le gloss. Toi aussi, mets quand même un peu le rouge à lèvres. N'est-ce pas? L'Africain n'est pas cohérent. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a avec les sorciers du porte-monnaie ici? Vous voyez l'Afrique? Comment en 2021, des gens normalement constitués croient que les autres sont assez bêtes pour aller leur donner leur argent pour leur portefeuille magique? Alors citez-moi où ça peut exister. Même l'arnaque évolue, non? Boutchouraz. Le président turc a demandé au président français s'il est président du peuple ou président du groupe Total. Oui, mais n'entrez pas dans le conflit franco-turc. C'est un vieux conflit entre l'Empire ottoman et l'Empire grec. L'Empire gréco-romain. Ce n'est pas aujourd'hui les problèmes là. C'est que chaque civilisation se perpétue. Les conflits ne finissent pas. N'est-ce pas? La guerre Iran-Irak, la guerre Syrie, ceci, la guerre Israël contre la Jordanie, tout ça, les pays arabes, c'est depuis la nuit des temps. N'est-ce pas? L'homme n'évolue pas en réalité. Quand vous prenez l'histoire sur les 3000 dernières années, c'est la même histoire, les mêmes conflits, les mêmes guerres et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, Erdogan est dans un délire. Je dis bien délire parce que il doit affirmer la puissance turque, mais dans le niveau de la diplomatie, on n'insulte pas notre président. Il a traité Macron de malade mental, Macron de ceci, Macron de cela. Il faut savoir que la Turquie reçoit 60 milliards d'aides de l'Union européenne. 60 milliards d'euros par an. C'est vrai que la Turquie, c'est aussi une puissance en termes de population. La moitié de la population allemande est turque. Presque la moitié aussi en Europe. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. Et ils ont une maîtrise de la science. Et ils sont la porte entre l'Europe et l'Asie. Donc l'Europe a besoin de la Turquie pour bloquer, pour filtrer. Mais l'Europe et Erdogan sait que les Européens ne font pas d'enfants. Ils vieillissent. Ils savent que l'économie s'affaiblit. Et la Turquie est collée, adossée stratégiquement à la Russie et à la Chine. Et maintenant, elle entre en Afrique. C'est pour ça qu'elle contrôle la Libye. Donc, la bataille entre la France et la Turquie, c'est surtout en Libye en ce moment, sur le pétrole. J'espère que vous êtes content de ce direct. Partagez alors. Bon, vous savez, s'il n'y a pas 3000 partages, je ne parle plus. Moi aussi, je commence maintenant. C'est quoi ça? On vous donne un bon petit piment michunga comme ça, bien, un après-midi tranquille, un vendredi, où vous êtes tranquillement chez vous, et il n'y a même pas à appuyer sur le partage. Je rigole.
Partagez quand même. Alors, quand Déby dit que c'est pas lui qui voulait faire un troisième mandat et que c'est la France qui est paradoxée, il a accepté qu'un Français vienne modifier la Constitution. Mais c'est qui Idriss Déby? Vous voyez donc le niveau des chefs d'État africains. Avant, ils pouvaient mentir parce qu'il n'y avait pas la connexion, il n'y avait pas l'information, il n'y avait pas Facebook, Google, il n'y avait pas YouTube. Vous voyez donc le niveau d'un homme constitué. Comment vous pouvez respecter un type comme ça? Même si c'était vrai, comment tu peux venir dire que on a envoyé un émissaire, même pas un ministre, d'un fonctionnaire français de l'ENA est venu changer la constitution? Mais bien sûr, c'est ce que je vous disais, que c'est l'ENA de Paris qui forme tous les abrutis qu'il y a en Afrique. C'est l'ENA de Paris. Et c'est les petits gars de 22 ans, 23 ans, 24 ans qui écrivent les textes. Ils font tout. Comment vous voulez être indépendant? Laissons même la religion. Les gens se plaignent même de Jésus-Christ a fait et tout, alors que la vraie domination administrative est là. Laissons même la religion. Moi, finalement, je discute toutes ces choses-là. Chacun assume. Si tu estimes que Abraham était plus important que ton arrière-grand-père, porte ta croix, va devant le Seigneur et il va juger là-bas. D'accord? Si vous estimez que les gens qui vous ont mis sur terre ne valaient rien du tout, n'avaient pas une histoire, n'avaient pas du savoir, n'avaient pas. Les autres vénèrent. Quand lui dit qu'il vénère Moïse, Moshe, Jacob, Abraham, c'est leur grand-père. Le problème, c'est que, est-ce que ce sont mes grands-parents? Qu'est-ce que j'ai à voir avec leur histoire? C'est vrai que l'histoire est bien emballée. Quand tu regardes la religion chrétienne, jamais on ne dit que Jésus-Christ a tué. Tu ne peux pas détester Jésus-Christ, ni Mohamed. Hein. C'est l'idéologie qu'il y a derrière qui sert à dominer les autres, qu'il faut dénoncer. Mais ça, il faut avoir la connaissance. Mais sur le fond, tu ne peux pas. Hein, pour expliquer que le pape, pour attaquer le pape, c'est très difficile. Parce que l'Église chrétienne, d'où qu'elle vienne au début, c'est comme les pasteurs évangéliques qui pilulent là dans les rues en Afrique. Ils se font passer pour des apôtres. C'est facile de dire, Jésus-Christ a dit que là, tu ne peux pas le critiquer. Mais c'est qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous amener où? À boire ses urines, à acheter son eau, son huile d'olive. Quelqu'un vous vend l'huile d'olive venue d'Israël. Comme si Israël a une huile d'olive. Et les gens aussi bêtes, aussi fragiles, aussi déstabilisés dans leur tête, les gens ont trop de problèmes. Donc je ne peux plus venir sur Facebook empêcher aux gens qui ont trop de problèmes d'avoir un endroit sur lequel s'accrocher, parce que parfois ces gens sont rejetés par tout le monde. Je reçois tout le temps au téléphone ici des femmes qui pleurent, des gens qui sont désespérés. Et c'est facile d'aller dans ces choses, parce qu'on vous miroite quelque chose. Mais dans l'absolu, tu ne peux pas voir un texte biblique qui est mauvais. Depuis que je lis la Bible, il y a des passages qui sont mal exploités vu le contexte, où on vous dit carrément que le maître doit être maître, l'élève, l'esclave doit être soumis, les choses comme ça. Ça, il faut avoir la capacité de dire, il faut moi le temps. Arrêtez ça. Mais les gens qui n'ont pas cette capacité vont effectivement dire oui, amen. C'est dur, hein, le travail qu'on a. Akeva. Mettez alors Akeva. N'ayez pas peur. C'est le pépé qui vous dit. C'est la plus grande force de la nature, la gratitude. On dit merci à Dieu. C'est ça Akeva. Mettez Akeva. Ah, le grand pépé. La Murenga est en marche. Tu fais un travail de fond. Et bon, Amuna Yangwa,
Nassom dit, Nassom. Mais on ne sait pas si ça fait des effets. Mais vous savez, l'Afrique souffre. Parce que les gens comme nous, on va partir demain. On ne sera pas là. Et je sens qu'il y a un manque. Regardez comment on est nombreux, un midi. Et moi, je n'ai pas des groupes où on partage. Je ne connais personne. Je ne connais pas les gens. Je ne paye pas les gens. Mes directs ne sont pas payés et payants. Mais je sais que l'Africain est l'homme le plus abandonné du monde. C'est l'orphelin. C'est l'orphelin. Et on lui demande des résultats alors qu'on ne lui a pas enseigné autre chose. C'est les Blancs qui nous ont enseigné tout. Et aujourd'hui, c'est pas possible de venir dire aux gens, quitte la Bible. Attendez, moi je suis enseignant quand même. Hein. Il y a une psychologie de l'enseignant. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir dire, comme j'étais avec mon fils là, il dit qu'il n'aime pas les femmes noires. Je ne peux pas lui dire, tu dois aimer les femmes noires. Bim, ça crée un blocage. Il faut le comprendre. Aller dans sa tête. Pourquoi il dit ça? Évidemment, il est né dans un milieu très blanc. Et il ne vit que dans un milieu très blanc. Il n'a pas vu beaucoup de noirs. C'est pour ça que je l'ai enlevé du golf, l'équitation, les choses, pour l'amener vers le football. Parce que là-bas, il y a plus de mixité. Et il a commencé à découvrir l'histoire, les autres. Mais quand il dit ça, qu'il n'aime pas la femme noire, il la connaît où? Est-ce qu'on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc, tu ne peux pas le condamner. N'est-ce pas? Tu ne peux pas condamner quelqu'un. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Il est chrétien. Mais sur la base de quoi tu vas le condamner? Parce que tu ne sais pas qui il est, d'où il vient, son histoire, son degré de confiture dans la tête. Qu'est-ce qu'il a là? Est-ce qu'il est prêt à écouter? Est-ce qu'il peut réfléchir? Est-ce qu'il a la distance par rapport aux écrits qu'il qualifie de saints? Tout ça, c'est un travail. Mais c'est en discutant avec vous, c'est en expliquant terre à terre. Le simple fait que j'ai expliqué l'autre jour que c'est incohérent de voir des gens assis, ils insultent la France pendant 2 heures et ils disent que Idriss Déby est panafricain et qu'eux-mêmes sont panafricanistes et ils arrivent en Djamena, ils se rendent compte que c'est le Tchad qui a même construit le palais. Que c'est la France qui donne même, qui paye même les fonctionnaires. N'est-ce pas? Là, le discours, l'indépendance de l'Afrique va venir avec l'automation intellectuelle, scientifique, technique et spirituelle. Il faut que les gens... Les Chinois n'ont pas ce procès-là de croire en Jésus-Christ ou pas. Personne ne leur fait ce procès. Mais l'Africain, j'ai l'impression que dès que tu arrives, on dit, toi, tu ne crois pas en Dieu, n'est-ce pas? Tu dis pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas vu prier pour Jésus-Christ ici. Alors, quelqu'un qui croit que Dieu, c'est Jésus-Christ, tu ne peux pas discuter avec lui. Parce que Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est lui, c'est toi, c'est moi. Autant il croit en ces choses, autant il doit respecter ma racine, autant il doit respecter ma prière, autant il doit comprendre que j'ai mon cheminement. Mettez Akeva et partagez. Vous savez, le seul salaire qu'on a en réalité, c'est de voir que chaque jour, le savoir passe. Et vous verrez que prochainement, quand on va entrer dans la vraie politique, les gens seront déjà prêts à analyser. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, Pépé, tu as fait un direct. Oh, bougez pas. Partagez le direct. J'ai un coup de fil. J'ai une visite. Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui. Ah, vous êtes là pour le livre? Ok, mais écoutez, je fais ouvrir et puis je suis à vous tout de suite, d'accord? Ne bougez pas.
Alors, est-ce qu'on revient? Je propose qu'on revienne dans quelques instants. Je reçois des gens qui veulent me voir pour... voilà. J'ai des invités. Je vous aime. Partagez le direct. Je reviens.